Je suis épatée par l'humain. Je trouve qu'on est extraordinaire. Les gens, ils ont plus rien et se lèvent quand même le matin et vont quand même nourrir leurs enfants et vont... J'ai rarement vu, j'ai jamais vu d'ailleurs un endroit où d'un coup les gens juste laissent tomber, ils se laissent mourir, c'est pas vrai, jamais. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Justine Musique Picmal. Un mot permet de qualifier Justine. Un mot qui lui colle à la peau autant qu'il lui tient à cœur. Humanitaire. Humanitaire car Justine s'est engagée très tôt dans des ONG qui portent assistance aux populations civiles victimes de conflits ou de catastrophes. Humanitaire car Justine tend la main à des êtres humains, à ceux qui n'ont plus rien, sinon du temps. Humanitaire, car redonner un peu de dignité à des personnes désolées par les guerres, les violences et les désastres est la première et parfois la seule chose que l'on puisse faire. Maman et humanitaire à plein temps, Justine nous a offert un moment passionnant dans son quotidien effréné. Forte de son empathie, empreinte parfois de folie, nous ne lui disons qu'une chose, merci. Place à l'échange. Justine, on va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Alors, je suis Justine Musique Picmal, je suis directrice régionale de Solidarité Internationale, une ONG française, et je suis aussi maman de 4 garçons. Donc Solidarité Internationale, on peut commencer peut-être par ça déjà. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu fais dans cette ONG-là, depuis combien de temps et voilà, nous dire un peu. Donc ça fait 5 ans que je travaille pour Solidarité Internationale, ça fait 20 ans que je fais de l'humanitaire. Je suis directrice régionale, donc ça veut dire que je gère une équipe à Paris d'une dizaine de personnes qui elle-même gère 4 pays donc Centrafrique, RDC, Mozambique et Soudan. Ça fait combien de temps que tu as commencé ce boulot dans une ONG ? Puis nous décrire aussi un peu plus les missions que tu fais peut-être dans cette ONG-là. Alors du coup, Solidarité Internationale fait donc de l'eau, de la sécurité alimentaire, donc on distribue des semences et de la nourriture, on distribue de l'eau. Moi j'ai commencé il y a 5 ans chez eux et j'ai commencé il y a 20 ans à la sortie de la fac. J'ai fait un master en droit des religions et j'ai fait mon stage en politique de la ville à Marseille. Et dans la foulée, j'ai été embauchée par une ONG de chirurgiens et je suis partie en Afghanistan. Ok. Donc ça fait 20 ans que je parcours le monde à essayer d'aider un peu les autres humains. Et qu'est-ce qui a été ce déclic après avoir fait de la politique de la ville dans ton stage ? Tu t'es dit, moi, j'ai pas envie d'être derrière un bureau dans une administration, j'ai envie de partir vadrouiller partout. Alors c'est une bonne question. Je pense qu'à la fac, j'étais un peu comme tout le monde. Je rentrais en première année de droit, je voulais être juge. Après, on m'a dit qu'il y avait 3 ans d'école à faire. J'ai fait non. Je voulais être avocate. Du coup, pareil. Et en master 1, à l'époque, j'ai fait un stage au Secours catholique qui m'a beaucoup plu en France et qui m'a beaucoup frustrée sur l'implication politique française et les lois françaises qui n'aidaient pas les gens en fait qui étaient en grand besoin. Et alors j'ai, je pense quelques qualités, mais j'ai un gros défaut, c'est je suis absolument pas patiente et surtout pas diplomate. Donc après avoir été 2-3 fois convoquée à la gendarmerie parce que je m'embrouillais avec une préfecture ou avec un service public de la santé d'un hôpital, j'ai décidé de me dire que peut-être que mon bagou et ma négociation seraient plus simples sur d'autres pays. Et j'ai rencontré une personne dont j'ai oublié le nom, qui était un colonel de l'armée française à Marseille, où je suis allée faire un entretien pour rentrer en protection civile. Et ce monsieur m'a dit: «Jamais vous rentrez dans l'armée, il faut suivre les hiérarchies», ce qui est aussi une de mes grandes qualités, c'est que j'aime pas ça. Donc j'y suis allée, il m'a dit: «Allez voir pour l'humanitaire». Il me dit: «Vous rentrez dans l'humanitaire». Mais il y a 20 ans, l'humanitaire, c'était très médecin. Donc tout le monde connaissait MSF, tout le monde connaissait Médecins du Monde mais moi, j'étais pas médecin, j'étais juriste. Donc c'était un hasard, en fait, où j'ai rencontré Humanitaire International, une ONG de chirurgiens qui cherchait quelqu'un justement pour les aider à s'organiser en tant que chirurgien. Et très rapidement, j'ai trouvé ma place sur ce brouhaha de médecine où ils ont tous un avis, mais ils n'arrivent pas à s'organiser pour faire des vraies réponses. Tout le monde avait beaucoup de bonne volonté, mais la bonne volonté suffit pas pour aider les gens. Et du coup, en fait, de là, j'ai fait 3 ans avec eux. Je suis partie en Afghanistan très rapidement. Et puis, je pense que j'ai mis mon pied à Kaboul et je suis tombée amoureuse.
Est-ce que tu pourrais nous décrire ces premières expériences là-bas? Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu te retrouves sur des terrains en conflit à aider d'autres êtres humains? Alors j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup pleuré déjà pour commencer. Hem, En fait, quand tu travailles dans l'humanitaire pour la première fois, déjà c'est l'expatriation. Je pense que c'est un 1er gros point. C'est-à-dire que tu prends l'avion, à l'époque, il y en avait pas de vol qui allait directement à Kaboul, parce que Kaboul, c'était 2006. Donc tu passes par le Pakistan, tu te retrouves bloqué à Islamabad pendant des heures dans un sous-sol parce que les vols pour l'Afghanistan étaient un peu reliés aux vols où il y avait pas grand monde qui allait. Tu te retrouves avec des personnes qui sont, alors soit très engagées, soit, complètement perchées. Si quelqu'un habite à Book Kitchen, la personne qui fait du ski, et qui amène des skis, je l'ai rencontrée, physiquement, elle existe vraiment cette personne. Et là tu te dis alors moi je pars avec des chirurgiens grands brûlés et à côté j'ai une nana qui part avec des skis pour aller distribuer des skis à des femmes afghanes. Puis il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Et après t'apprends surtout, quand tu fais de l'humanitaire, t'apprends le système politique dans lequel tu vas, le système de gouvernance, qui sont les chefs à qui tu dois parler, à qui tu dois demander des autorisations pour travailler. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et vu que j'avais travaillé sur la charia avant, il y a quand même certains codes que je connaissais déjà, enfin en tout cas en théorie. Et on s'était sorti à un hôpital de terre, parce qu'on a monté un grand centre de brûlés à Herat en Afghanistan, à la frontière avec l'Iran. Donc ça, c'était faire venir des médecins, des infirmières, les former à la grande brûlure. Et en plus, c'était un thème qui était très particulier, donc très violent, parce que les grands brûlés, c'est quelque chose de violent à suivre. Et puis petit à petit, tu vois ton hôpital qui sort de terre, tu vois l'hôpital public qui du coup a un autre sens, qui prend un sens plus professionnel aussi. Et c'était un long travail de négociation. Donc c'était vraiment chouette. Et l'Afghanistan a été tatoué sur mon bras voilà, je pense que c'est mon pays de cœur de toute façon. Donc j'ai fait quelques années avec eux. Après j'ai changé, j'ai travaillé pour une autre ONG médicale en Afghanistan. Encore pendant quelques années. Et après, je suis partie, j'étais très fatiguée de ces 2 années-là et je suis partie ensuite en Centrafrique, où je ne connaissais pas du tout le continent africain. Et ben, je me suis passionnée aussi pour la Centrafrique, pour ces villages qui sont au fin fond de la brousse, où tu mets 12 heures pour faire 200 kilomètres, et d'autres problématiques de rebelles, d'autres négociations, d'autres insécurités pour toi et pour la population avec laquelle tu travailles. Et là, j'ai découvert la réponse humanitaire sur l'eau et l'accès à l'eau potable. Et j'ai trouvé ça assez passionnant parce que c'est quand même aussi assez basique. Et c'était un peu plus loin des médecins parce que les médecins m'avaient un peu fatiguée quand même. Euh, et voilà, donc travailler avec des personnes passionnantes qui lâchent leur vie pour aller à l'autre bout du monde, mettre un forage pour une population de 500 personnes qui n'avaient pas d'eau jamais, qui n'avaient jamais eu d'eau potable. Donc c'était assez passionnant. Et comment ça se passe quand tu arrives dans un pays qui est soit complètement désolé, ou alors il y a encore des théâtres de violence, ou tu as des gens qui sont traumatisés? Comment toi, quand tu arrives dedans, tu te sens, tu ressens les choses aussi, et tu arrives à te placer, quoi? Alors du coup, c'est une très bonne question. Déjà, moi, je suis passionnée par l'humain et j'aime en arrivant dans un pays essayer d'écouter, de voir et de comprendre comment le pays fonctionne. On n'est pas là pour changer les choses en profondeur. On est là pour aider l'être humain à avancer jour par jour. Donc du coup, ça prend un peu de temps quand même, hein, de comprendre, d'analyser, d'écouter des avis des uns et des autres. Donc moi déjà, je suis passionnée chaque fois que je monte dans un avion et que je me dis que je vais dans un nouveau pays que je connais pas et du coup, je vais essayer avec mes compétences d'apporter quelque chose. Hem, la sécurité, c'est assez marrant parce qu'on pose souvent la question. Je me sens jamais en insécurité. J'ai eu des graves problèmes de sécurité, hein, je vais pas eu une carrière merveilleuse où rien m'est arrivé. Mais tu es toujours face à un humain. Donc je dis très régulièrement, j'ai plus peur des chevaux et des vaches que d'un humain en face parce que la vache et le cheval, négocier un truc, c'est un peu compliqué. Et du coup, le sentiment que tu as quand tu arrives sur une zone où tu as 80 000 déplacés comme j'ai vu au Tchad là au mois de juin l'année dernière, tu sais pourquoi tu es là. Tu réfléchis pas très longtemps à ce que tu dois faire parce que ces gens, ils arrivent, ils ont rien. Donc ton premier point, c'est de trouver un point d'eau pour leur distribuer de l'eau potable. Ton deuxième point, c'est l'eau potable et quelque chose pour boire avec, parce qu'ils ont tout laissé, hein, derrière eux. Ils ont plus de verre, d'assiette, ils ont plus rien. Et puis la deuxième action, c'est de leur donner à manger. Déjà, pour que les gens aient un minimum de dignité et le donner dans la plus grande dignité possible. Donc, on jette pas des sacs de riz à la tête des gens, hein. On parle avec les gens, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils mangent, de quoi ils ont vraiment besoin.
Heu et en fait, j'ai une sorte d'impression que c'est un peu un automatisme maintenant. Tu vois? Je me pose pas la question de pourquoi je suis là et pourquoi je le fais et en fait, tu te lèves le matin, tu as des réfugiés qui arrivent, tu vas aider les réfugiés, à, vivre, le mois qui arrive déjà pour qu'ils s'installent et ils aient un minimum de prise de recul dans ce qu'ils peuvent avoir, quoi. Et puis après, tu travailles avec d'autres ONG internationales, qui eux vont travailler dans la santé, d'autres qui vont travailler dans la protection, d'autres qui vont travailler sur les violences faites aux femmes et donc toute une coordination à avoir pour que tout se passe bien et que ces gens soient traités dans une grande dignité. Ce qui n'est pas quand tu te déplaces et que tu n'as rien. Et je fais extrêmement attention à la fierté des gens, qu'il faut pas froisser. Donc on va pas justement aller les voir en leur disant, de quoi tu as besoin, qui va les mettre dans une position inférieure et de victime. On va plutôt aller en mode: «On est là, il y a de l'eau, donc maintenant, vous pouvez venir comme vous voulez, comme vous êtes vous et nous, on va essayer de sécuriser par contre la zone pour que, voilà, ou quand vous allez prendre de l'eau, il y ait pas un sniper qui vous tire dessus». Ce qui est arrivé au Soudan, pendant très longtemps. Tu te définis un peu comme une interlocutrice entre ceux qui n'ont rien, à part du temps, et surtout l'ego qu'ils n'ont pas le choix de mettre de côté, et de l'autre côté, les groupes armés qui veulent tout, qui veulent contrôler davantage par la violence et par les armes. Toi, tu t'insères parfaitement entre les deux, et comment tu arrives à communiquer avec les deux quand tu arrives sur un théâtre en conflit? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'empathie dans cette façon de faire et de compréhension et peut-être un peu de folie. Parce que quand tu te retrouves face à des groupes armés, extrêmement violents qui, veulent tout prendre en face et du coup, tu es le seul entre les 2 avec, si tu prends en fait mon camion d'eau, bah, du coup, nous, on s'en va. C'est aussi d'expliquer. Ça m'est arrivé une fois en Centrafrique où, je me suis fait arrêter par, des adolescents et j'avais un camion de nourriture, il y avait des camions de nourriture avec moi et les adolescents voulaient absolument prendre les camions, donc c'était extrêmement violent, ils étaient armés, et je me suis mise très en colère et je leur ai dit: «Écoute, très bien, va me chercher ta mère. Parce que tu vas dire à ta mère, toi, en fait, que si tu prends mes camions, jamais plus on vient, en fait, c'est terminé. Là, tu auras 2 camions, très bien, tu seras ravi, mais en fait, c'est terminé, cette route, elle est fermée après. On va jamais plus revenir, ni avec la foreuse pour faire des forages, ni derrière pour, J'étais très, très en colère et je pense que ça a surpris un peu tout le monde parce que je suis sortie de la voiture en disant: «Mais en fait, c'est hors de question que tu prennes mes camions». Et je pense de faire appel à un sentiment profond, mine de rien, de respect familial et de lui dire: «Mais en fait, c'est pas toi qui vas me parler, en fait, c'est ton chef de village ou c'est ta mère ou le chef de guerre». C'est aussi de remettre en place, de dire: «En fait, vous avez aussi une responsabilité de ce qui se passe ici et les gens que vous maltraitez ou qui ne vont pas avoir accès à l'humanitaire ou à l'aide parce que vous nous maltraitez nous, toi, tu en es responsable, c'est pas moi. Moi, je suis pas responsable de la famine au Soudan. Je suis responsable de la réponse à la famine. Mais la famine, c'est pas parce que les ONG ne sont pas là. La famine, elle est due à la guerre. Donc, en fait, de dire aussi, de rappeler ceux qui sont en face, bah, ce sont vos compatriotes, enfin, ce sont vos citoyens qui souffrent un peu. C'est ta famille, ta femme, tes enfants. Donc, je pense aussi d'essayer de décaler la responsabilité de la souffrance aussi et de la remettre sur la cause première. Les humanitaires ne font qu'une réponse aux causes. On n'est pas la cause du mal du monde. Et je pense qu'on a une tendance, dans le monde à toujours, se culpabiliser beaucoup aussi sur ce qu'on fait tous les jours et à un moment de dire: «Mais en fait, je suis pas la raison pour laquelle, la guerre a été déclenchée au fin fond de la Centrafrique ou de la RDC. C'est pas nous». Donc nous, on répond et de remettre aussi, voilà, la responsabilité en face et de dire: «En fait, tu dois aussi dans cette guerre que tu fais pour peu importe ta raison, ça c'est la tienne, les gens qui en souffrent en premier sont comme tes compatriotes». Donc ça veut dire que vous mettez quand même certains territoires sous perfusion, mais le but c'est pas d'être sous perfusion à long terme. Au contraire, c'est qu'un jour il y ait une situation politique qui renaisse et qui puisse organiser socialement la collectivité, Ah quoi. ouais, on est là que de passage, hein, et j'aime pas le terme superfusion, mais on est là que temporairement, le temps qu'il y ait une société civile qui se remette en place, qu'il y ait, une communauté qui fonctionne et un gouvernement qui fonctionne. On n'a aucun droit de toute façon à dire: «On va rester des années» et l'idée c'est de remettre sur pied, des gens pour que ces gens-là, reprennent, une vie normale, qu'une maman puisse allaiter son enfant, qu'une école puisse, se reconstruire et avoir les enfants qui vont à l'école. On n'a aucun droit à se projeter sur le long terme dans les pays.
D'où te vient ce courage de partir et d'accomplir ta mission à tout prix, d'être focalisé sur ton objectif, peu importe les obstacles qui se dressent devant toi? J'en sais rien. J'en sais rien, moi j'y crois. Donc j'y crois et j'y crois toujours et je me suis arrêtée, pendant 1 an, en rentrant d'Afghanistan. Je suis partie au Cambodge 1 an travailler, en tant que juriste sur la compagnie internationale ad hoc, des Khmers rouges. Hem j'y crois. Je sais pas si c'est du courage, hein, comme on dit souvent, c'est de la folie, hein, puis après, il y a beaucoup d'adrénaline dans notre métier, donc mais moi, je le vois la différence. Après, je sais pas me projeter, donc j'ai des collègues, hein, qui savent très bien faire des programmes sur 5 ans de développement, de travailler avec, un gouvernement pour faire un un réseau d'eau et ce qui est passionnant. J'ai beaucoup plus de mal à faire ça. Moi, je vois d'aujourd'hui ce que j'ai fait pour demain et de demain ce que je vais faire pour la semaine prochaine et je pense qu'au maximum, j'ai 1 mois de visu, et de projection. Et j'y crois vraiment. Quand tu vois faire un forage en Afrique, dans un village où ces gens ont été déplacés, n'ont pas eu d'eau pendant 1 an ou 2 ans, et que tu as de l'eau qui sort et que tu dis: «Mais en fait, là, ça y est, c'est fait. En fait, là, l'eau, elle est là maintenant». Et la tête des gens de dire: «En fait, l'eau, elle est gratuite, elle a été installée par une communauté, complète, hein, c'est humanitaire et les personnes avec qui tu travailles sur place, hein». Hem, voilà, l'action est faite. Donc c'est une vraie croyance. Je pense qu'on se dans l'humanitaire, on parle souvent de vocation. Je pense que c'est de moins en moins, hein. C'est un métier, l'humanitaire. Maintenant, on se forme pour ça, donc c'est de moins en moins une vocation. Mais si tu crois pas en ce que tu fais, de toute façon, c'est des métiers dans lesquels tu tiens pas longtemps, puisque tu te prives de beaucoup de choses, de ta famille, de nourriture. Là, j'ai une collègue qui rentre du Soudan aujourd'hui, elle a perdu 12 kilos. Tu vas jusqu'au bout de toi-même très souvent. Mais parce qu'on sait qu'en face, si tu n'es pas là, t'as personne dans un camp qui va avoir à manger. La population en elle-même est là pour survivre, donc elle va pas penser à la communauté. Et en face, t'as plus de gouvernement parce que t'es en zone de guerre. Donc la seule solution à cette souffrance est une réponse extérieure. Euh, et puis c'est pas du courage, je pense. C'est le courage, ça vient quand tu te poses la question. Moi, je me la pose pas vraiment. Tu parlais de la peur, et que toi, t'as pas forcément peur. Est-ce que c'est parce que tu te poses pas la question et que tu fonces tête baissée parce que t'as ton objectif, t'as ta mission? Ou bien, c'est parce que, tu complètement inconsciente, en fait, sur Alors, ces je pense cycles? qu'il y a un peu de tout ça. Il y a aussi le fait d'être dans une structure qui est professionnelle. Donc, Solidarité, c'est une ONG j'ai des backups sécu au siège. Tu vois, on part jamais sans rien. On est formé pour, on sait négocier. Donc, il y a ça déjà. Il faut croire dans la boîte dans laquelle tu travailles, parce que sinon, tu pars pas n'importe où pour n'importe qui. Euh, Après, il y a un peu d'inconscience. Je sais pas si c'est de l'inconscience et c'est juste de pas se poser la question. Et ça devient des automatismes. Donc, en fait, tu sais qu'en face, de toute façon, tu vas être en face d'un être humain. Donc, il y a forcément un être humain débile en face qui va pas comprendre pourquoi tu es là. Mais dans 97% du temps, ça se passe bien. À la fin. C'est pas très long, hein. C'est pas une très longue négociation. J'ai eu des négociations sorties de village ou d'entrée de village qui étaient très, très compliquées, ou de passage de frontières, où tu prends du temps et tu te vois déjà assis dans une geôle pendant quelques heures parce que tu dis: «C'est bon, en fait, la personne ne voulait pas que tu sois là, donc ils vont me faire comprendre que tu n'es pas là». Et donc du coup, tu te poses pas la question dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a la structure, il y a la formation et puis l'objectif que tu te mets en face. Hem, j'ai eu une fois très, très peur en Syrie, mais pas pour moi, pour la personne pour qui j'étais, où je me suis rendu compte à un moment où on était bloqué en Syrie sur une route. Je me suis dit: «Là, potentiellement, je vais la perdre». Parce que vraiment, on était dans une zone de Daesh qui était très compliquée. Le soleil se couchait, enfin tout ce qu'il faut pas. Les voitures étaient tombées en panne, enfin toute la liste de ce que tu dois pas voir à ce moment-là. Et là, j'ai eu très peur. Et j'ai eu très peur. Je me suis sentie très responsable en disant: mais moi, je suis justement inconsciente et je vais pas forcément me poser toutes les questions au moment où il le faut. Mais du coup, c'est mon problème à moi. Et là, du coup, d'avoir embarqué cette personne avec moi dans une journée très professionnelle, hein, tout avait été calé pour pas que ça arrive. Tout est arrivé. Là, tu dis: autant on est allé trop loin. Voilà, on s'est peut-être pas posé assez de questions ce matin en partant avec les camions. Ça s'est bien fini, on est tous rentrés. Mais ouais, c'est une des rares fois où j'ai eu très peur. Celle-ci et une l'année dernière au Soudan, où on s'est fait attaquer quand on a réouvert le Soudan. Ça a pas duré longtemps, enfin, je pense que j'ai ressenti 10 heures, mais ça a dû durer 10 minutes. Et quand on est rentré le soir, en soufflant, on s'est regardé toutes les deux. Alors, pour la peine, la personne avec qui j'étais était très professionnelle, donc ça savait très bien où elle mettait les pieds. Et on savait très bien qu'on avait pris un risque de faire cette route-là ce jour-là. Euh,
quand tu t'assois le soir et que tu bois ta bière, tu es en mode ouais, c'était chaud quand même. Hein. C'était ouais. Et du coup, j'étais très en colère et quand j'ai rencontré le chef de ces gens qui m'ont attaqué, je lui ai crié dessus. Je lui ai dit mais en fait, on t'avait prévenu, tu devais les prévenir et la réponse du chef a été ils étaient pas à la réunion quand on leur a dit que vous veniez. On est sérieusement en train de nous dire qu'on a failli mourir parce que ils sont pas venus à la réunion. Non mais en fait les gars, les problèmes de communication, je veux bien entendre ça dans Veolia, mais en fait non, en zone de rébellion, vous vous débrouillez, vous faites passer la communication à tout le monde. Et du coup, ce chef méchant nous a s'est excusé platement en disant non mais ça arrivera plus. Et donc depuis c'est pas réarrivé. Mais tu sais le risque. En fait, à chaque fois que tu fais un passage de frontière ou tu vas dans une zone qui est très reculée, nous on a des grilles de risque. Hein, on n'y va pas yeux baissés en disant fleur au fusil, tout ira bien. T'as une grille de risque, tu sais sur toutes les mitigations que tu dois mettre en place pour pas que les risques arrivent, mais t'as toujours une part d'imprévu puisque c'est des humains. Donc t'as toujours une part d'imprévu au milieu de cet ado-là va peut-être être drogué ce jour-là, l'autre est pas venu à la réunion, il est pas au courant que Solidarité traverse. Et ça, tu es obligé d'apprendre, de te former pour gérer ces situations-là et que ça se passe au mieux. Et donc, pour ce qui nous est arrivé l'année dernière au Soudan, on avait 3 mitigations derrière. Donc, on s'est fait attaquer, on avait déjà prévenu d'autres gens. Si on n'est pas revenu en 15 minutes, si on n'a pas appelé, il faut envoyer telle personne pour venir négocier pour nous. Donc, tu travailles toujours sur ça. Et je pense que ça permet aussi de se concentrer sur ta mission elle-même et pas d'avoir peur dans le chemin. Si tu as peur dans le chemin, faut pas y aller. Enfin, c'est qu'il y a un truc que t'as oublié. C'est ton corps en train de te dire, t'es pas prêt, en fait, à y aller. Tu nous disais en introduction que tu es aussi maman de 4 enfants. 4 garçons. 4 garçons. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour... J'ai peur que tu me demandes comment j'ai fait mes enfants. Je vais expliquer ça dans le podcast. Comment est-ce que tu as fait pour partir dans l'humanitaire avec cette prise de risque mesurée, mais qui est quand même existante, le fait d'être beaucoup absente et de réussir à mener une vie de famille à côté, d'avoir tes enfants. Comment est-ce que tu vis tout ça? Alors, si j'ai mené ma vie de famille, c'est à mes enfants, il faut le demander. Je suis de cette génération où alors, certaines de cette génération qui pensent que maman épanouie fait des enfants épanouis. Et j'en reste convaincue. Je suis convaincue que malgré toute la dysfonctionnalité de ma famille, comme me dit mon deuxième, j'ai des enfants qui sont épanouis et qui savent qu'ils peuvent tout faire à partir du moment où ils ont envie de le faire. Voilà. Il faut juste avoir envie de faire quelque chose pour faire avancer ses idées et savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc j'espère que j'amène ça à mes enfants. Et la vision qu'ils ont du monde aujourd'hui me plaît vraiment. J'ai un grand qui est en école de commerce, hein, qui fait l'opposé de ce que fait sa mère, mais il le fait bien. Il veut le faire dans sa propre idée à lui, pour faire avancer des choses de son côté. Pour moi, les parents sont le miroir de ce que peuvent faire les enfants, sachant que les enfants nous dépassent de 600 fois à chaque fois. Donc j'ai un espoir pour que mes 4 garçons fassent ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et je pense qu'on y est arrivé. Après, j'ai 2 petits, je te dirai ça dans 20 ans quand les 2 derniers seront sortis de la maison. Mais en tout cas, les 2 grands, je suis hyper fière et ils me montrent qu'en fait, on s'est pas trop trompé dans ce choix de vie. Alors, j'ai raté des kermesses, j'ai raté des anniversaires, mais je pense qu'ils se sont bien remis. Puis ils sont très gâtés. Ils vivent en France. Du coup, je suis une mère poule. Donc, même à distance, je suis des études et je suis ce qu'ils font. Mon 3e a dit il y a récemment un copain de sa classe, c'est insupportable parce que même quand elle est pas là, elle sait tout. Voilà, donc on essaye en tout cas de leur montrer qu'on les aime toujours, que la vie c'est beaucoup d'autonomie et de relations avec les autres êtres humains et qu'il faut absolument continuer dans ce sens-là. Donc voilà, c'est le respect, l'ouverture d'esprit et mettre en œuvre ses idées. Et est-ce que tu les prépares sur toi, ce que tu fais là-bas? Non, jamais. Tu leur en parles pas? Ah si. Alors, je pense que mes enfants ils connaissent mieux où est Kaboul et Bangui que où est Paris. Parce que mon dernier est convaincu que mon village est le centre de la France. Donc ça montre qu'il est pas très bon en géographie. Non, alors, nous on cache rien. On fait un peu attention quand on parle de zones un peu sales. On évite d'employer des mots trop durs devant les enfants parce que c'est quand même mon quotidien et celui de mon mari, mais c'est pas le leur et on veut pas que ce soit le leur. Mais la guerre en Ukraine est rentrée dans les écoles de toute façon. Donc autant les autres guerres sont pas rentrées dans les écoles, mais la guerre en Ukraine est rentrée dans les écoles
des enfants primaires et maternelles. Donc, ça, ils ont du coup une perception de ce qu'on fait forcément, puisque du coup, là, d'un coup, du jour au lendemain, tu as des enfants de 6-7 ans qui parlaient de la guerre en Ukraine. Donc oui, ils le savent. Ils savent juste les pays dans lesquels je vais et ce que je vais faire. Et après, tout le reste, ils le découvrent dans des discussions entre adultes où ils sont à côté. Mais ils vont pas... Nous, on n'est pas inquiets. Donc si on n'est pas inquiets, on n'a pas à transmettre ça à nos enfants. Le monde est dans notre vie de tous les jours. Et j'ai un souvenir, quand j'étais enfant, ma mère changeait de chaîne. Quand sur TF1 passait des trucs de guerre, elle changeait de chaîne, elle mettait un autre truc parce que ça l'a traumatisée. Je trouve ça un peu facile de juste de dire que le reste du monde n'existe pas et pour pas regarder pas regarder ce qui se passe. Le monde extérieur est dur, hein, c'est pas facile. Hein. Est-ce que tu as ce besoin, toi, d'aller à l'endroit où les choses bougent, Alors ça, c'est là où ça se passe? ça, c'est mon défaut, ça. Oui. Alors pourquoi, je sais pas, mais oui, Tout le temps? tout le temps. C'est pour ça que quand je pars en vacances, là, je coupe tout, tous les réseaux, tout. Ouais. Et puis alors une culpabilité, je pense, très française de se dire, du coup, si là je suis bien chez moi, alors que de l'autre côté j'ai des collègues qui vont aller à Gaza, en Ukraine, au Soudan, et que je peux pas apporter un soutien quelconque, j'ai une énorme culpabilité. Donc là, je coupe tous les réseaux. Mais c'est un truc que tu arrives quand même à gérer parce que le risque, ce serait pas au contraire, de porter une charge trop importante pour tes épaules en mettant tout le poids du monde sur tes épaules aussi. Alors c'est ce qui est bien de travailler dans une organisation où justement j'ai 4 pays à gérer et pas le reste du monde, et je sais très bien que mes collègues sont très très bons, et quand ils vont gérer la Syrie, l'Ukraine ou Gaza, ils vont très très bien le faire. Donc il y a du coup j'écoute avec passion ce qu'ils racontent et je m'inquiète pas enfin, je m'inquiète pas. Je me positionne pas en me disant je devrais. Avant, oui, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, j'aurais dit j'y vais quand même. Mais là, d'être dans une structure maintenant et peut-être un peu plus de maturité, sans dire vieillesse, que en fait, déjà on n'est pas indispensable. Il y a d'autres gens qui le font très très bien, donc t'as pas besoin d'aller toi pour que ça marche. Et de se dire aussi que, enfin moi, les 4 pays avec lesquels j'ai travaillé aujourd'hui, mes 4 directeurs pays sur les pays, en fait, si on travaille tous ensemble, ça marche mieux que si c'est toi-même qui vas faire de tes propres mains. Donc j'étais prof à Sciences Po Lille pendant très longtemps, et je disais toujours à mes étudiants en début d'année, en septembre, attention, une fois que je vais vous expliquer ce qu'on fait et que vous allez comprendre les images que vous voyez maintenant à la télévision, que vous voyez depuis que vous êtes gamin, vous allez vraiment les comprendre, pas juste les regarder et avoir tu vois, une idée de ce qui se passe. Le monde dans lequel vous allez vivre, elle va complètement changer. Quand tu comprends que un déplacement de population, que ce soit en Centrafrique, en RDC ou ailleurs, l'impact que ça a sur les gens, l'être humain qui est en face, que tu vois là sur la télévision, ce qui vraiment y vit, tu peux plus jamais te détacher de la situation. C'est fini. Une fois que tu l'as compris, tu peux pas faire genre je veux pas savoir et je change de chaîne. Je pense que le gros défaut de notre métier, c'est une fois que tu as compris ça, après prendre du recul sur tu vois le SDF de la rue en France, que tu passes à côté avant. Après tu vas le regarder d'un autre œil et tu vas dire en fait toute cette situation là a un impact sur lui, sa dignité, sur pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il va demander, sur le décrochement social qu'il a eu et tout ce qui va avec. Donc en fait, je pense qu'une fois que tu as compris comment l'humain réagit, c'est très très compliqué de s'en détacher. C'est un des gros drames de l'humanitaire. Comment est-ce que toi, tu gères, dans ta propre vie ces 2 mondes qui sont complètement différents entre les soucis du quotidien qu'on peut avoir nous, en France, avec la chance qu'on a d'évoluer dans un environnement, très stable, et les problèmes que tu vas rencontrer quand tu es toi sur le terrain, avec des enjeux totalement différents? Tu arrives à passer d'un monde à l'autre? Tout le temps. Tout le temps, mais après je suis maman. Donc je suis pas maman par intermittence, je suis pas maman en France et humanitaire à l'étranger. Donc je suis tout le temps maman et tout le temps humanitaire. Donc du coup, vu que c'est un choix de vie, c'est un choix de vie et 2 responsabilités qui sont très grandes. Du coup, je considère que je dois être bien des 2 côtés. Alors, des trucs que tu rates, hein, mais j'essaye au maximum de bien suivre les 2, donc mon métier et ma vie en France, de maman, de femme. Je suis une mauvaise amie, par contre. Je suis pas celle qu'il faut appeler pour déménager, hein. Ça, en général, je suis pas là. Le suivi du quotidien des enfants, c'est ma responsabilité quotidienne depuis 21 ans. Mon fils a 21 ans. Et mon métier d'humanitaire, pareil, je peux pas dire à mes équipes au fin fond de la RDC qui ont une problème de sécurité, oups, pardon, je sais pas, je vais à un dîner. Donc du coup, tu essayes de passer de l'un à l'autre de façon permanente, tout en essayant de pas faire trop rentrer les deux mondes l'un dans l'autre.
Quand je suis sur le terrain, quand je suis sur le terrain au Soudan, je vais suivre le maximum de choses que je puisse au Soudan, mais que je passe en France ne doit pas m'impacter sur ce que je fais à ce moment-là. Tu parlais du fait que le métier d'humanitaire, c'était aussi avoir de l'empathie. Est-ce que tu mets des mécanismes en place pour ne pas avoir un excès d'empathie ou quelque chose comme ça? Je sais pas trop comment le définir, mais le Ah, fait je de suis toi-même avoir des très traumatismes. mauvaise à ça. Moi, je pleure souvent, hein. Je suis, non. Après, tu t'habitues malheureusement à des situations où on veut pas s'habituer, et puis j'espère qu'on s'habituera jamais. Donc c'est de te protéger un minimum, pas t'effondrer à chaque fois que tu vois un déplacé ou un réfugié ou un SDF dans la rue, hein. Donc je pense qu'on a tous ce mécanisme de protection aussi, naturel, de pas donner ta maison dès que tu trouves quelqu'un qui en a pas. Mais non, moi j'ai pas de mécanisme et puis j'y arrive pas de toute façon. Tu vois, j'étais en Centrafrique en février, sur Cabo au nord de la RCA. Nos équipes ont été attaquées, le village a été attaqué. Tu rentres pas le soir en disant: «Bon, c'était une journée comme une autre». Non, la journée était difficile, tu parles, tu débriefes dessus, et du coup, cette empathie te crée des actes, tu vois? En mode, bah, du coup, je vais pas juste pleurer sur mon sort et sur le sort des gens. Donc du coup, c'était dur, c'était violent, ça m'a beaucoup touchée. Donc du coup, tout de suite, on va trouver une solution pour que ça n'arrive plus, ou que mes équipes, soient prises en charge, ou la population soit prise en charge et aidée. Et j'espère que je vais le garder toute ma vie, sinon je change de métier. J'avais discuté avec un monsieur qui avait vécu et vu des choses en Afghanistan notamment, et qui racontait justement que lui, la particularité aujourd'hui, dès qu'il rentrait en France ou qu'il sortait de ces opérations où il y a énormément d'adrénaline, c'est qu'il ressentait plus rien. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui pourrait arriver en tant qu'humanitaire, où tu vas voir vraiment des théâtres désolés avec des gens qui souffrent énormément, ou est-ce que au contraire tu gardes toujours une part d'humanité avec ces sensations, ces sentiments? Alors moi, je crois en l'humanité, et ce monsieur, il faut qu'il aille voir un psy par contre. J'espère que c'est le cas. Hem, non, moi je garde ma part d'humanité, et je suis épatée par l'humain. Je trouve qu'on est extraordinaire. Là, au Soudan, on en avait parlé avec nos équipes, post-guerre, en novembre, où on a fait ce qu'on appelle un diffusing, c'est-à-dire que les gens racontent ce qui leur est arrivé pour que j'aille parle, parce que c'est compliqué, sinon de ne pas en parler. Et à la fin de la réunion, où je pleurais bien sûr, je leur ai dit, vraiment, je pense qu'à un moment j'ai perdu, foi en l'humain, quand, on a traversé, parce que c'était très, très violent au Soudan l'année dernière. Et en fait, en s'asseyant avec ces gens, tu te dis: «Mais en fait, l'humain est extraordinaire», de soutien, de communauté, de prise de risque qu'ils ont pris eux-mêmes pour aider les voisins, et distribuer de l'eau potable, et malgré tout le danger qu'il y avait autour. Non, au contraire, non, moi je crois en l'humanité. Pas quand je me fais arrêter par la gendarmerie pour un contrôle de police, mais non, mais je crois vraiment en notre capacité de résilience, et et puis de rebondissement. Enfin, les gens, ils auront plus rien, et se lèvent quand même le matin et vont quand même nourrir leurs enfants, et vont j'ai jamais vu d'ailleurs un endroit où d'un coup les gens juste laissent tomber, ils se laissent mourir, c'est pas vrai, jamais. Les gens essaient de toujours trouver une façon de se rétablir, d'avancer, et de comprendre. Et même quand tu es confronté à des violences extrêmes, ça te pose pas question sur l'humain? Comment est-ce qu'on en arrive Bah, je là? me pose la question sur la personne qui est en face de moi qui l'a fait, mais pas sur l'ensemble. C'est une question individuelle pour toi. Ouais. Non, je crois pas au collectif, mauvais. Je pense qu'il y a une personne qui arrive à embringuer des gens, mais je pense que dans ces groupes, il y a toujours une part d'humanité, c'est toujours un père, un fils, un enfant de quelqu'un, et que il y a tout une religion, et il y a toujours une façon de faire rentrer l'humanité dans la tête de cette personne, même si elle l'a perdue sur le chemin. Et du coup, si c'est le collectif qui est plus fort, si c'est l'humanité qui est plus forte et qui s'en sortira toujours d'une façon ou d'une autre, comment tu fais aujourd'hui pour conserver ce sentiment d'appartenance à une même humanité, alors qu'on n'est pas dans les mêmes pays, qu'on vit pas la même chose et que nos intérêts sont absolument pas les mêmes sur certains points, quoi? Il y a toujours des liens assez forts, donc de façon différente, mais tu as toujours des liens assez forts sur les croyances, alors qui sont complètement différentes des unes des autres, mais on arrive toujours à trouver un lien entre les croyances des gens, le respect. Il y a toujours un point commun. Alors qui est complètement différent d'un pays à un autre. Tu parles pas de la même façon à un Français que tu parles à un Anglais, même en Europe. Heu, mais je pense que du coup, j'ai peut-être une multitude de croyances et une multitude de points communs, et du coup, j'arrive à trouver, d'être maman, tu vas trouver quand même en face d'une femme qui a un bébé dans les bras, un lien. J'ai des discussions sur l'allaitement au fin fond du Congo,
avec des Congolaises qui sont convaincues que les Européennes donnent le biberon à tout le monde et que c'est l'avenir, alors qu'on est bien revenu de ça. Hein. Ça fait 20 ans qu'on dit à tout le monde que c'était pas une bonne idée. Mais du coup, tu vas discuter allaitement avec cette maman qui te dit mais moi j'adorerais donner mon biberon à mon enfant et qui du coup demande l'eau potable pour le biberon. Et tu dis bah non, tu peux l'allaiter, ce serait vachement mieux quand même pour lui que tu puisses l'allaiter. Donc t'arrives, je pense que peut-être que c'était peut-être ça. Peut-être que j'ai plein de points communs, donc j'arrive à trouver plein de points communs avec tout le monde pour arriver à avoir des échanges et à se retrouver. Parce que de toute façon, quand tu fais quelque action que tu fasses dans la vie, ce que tu fais, c'est le miroir de toi-même. Ça, j'en suis convaincue. Quand tu tombes amoureux, quand tu fais un travail, c'est de t'apporter à toi, d'une façon ou d'une autre. Donc si je serais pas fermière, par exemple, parce que vu que j'ai pas des vaches, j'aurais un peu du mal à me retrouver dans la vache en face. Peut-être que je suis contente de pas faire ça déjà, pas me voir dans la vache d'en face, mais j'ai pas de point commun avec cette vache. J'espère que vous êtes d'accord. Mais sur la partie humaine, en tout cas, je pense que c'est vraiment comme ouais, quand tu te projettes sur quelque chose, si tu n'arrives pas à te projeter toi dans la façon dont tu vas le faire, de toute façon, tu vas mal le faire ou tu vas pas le comprendre. Donc ouais, peut-être ça, peut-être la vision de tous les points communs qu'on peut avoir sur les terrains d'opération. Et puis alors, des fois, tu n'y arrives pas. Puis des fois, vraiment, t'as des pays, moi, je comprends pas. Ça m'est déjà arrivé, hein, il y a des pays, je comprends pas. Je comprends pas comment ça fonctionne. Et j'ai essayé et je suis partie en disant, moi, je peux pas travailler là. En fait, je ne sers à rien. Et au-delà de servir à rien, je peux potentiellement même faire du mal, enfin, dans la façon de travailler, puisque je comprends pas la façon dont on pense les gens et donc comment je vais pouvoir travailler avec eux et leur apporter ma compétence, tu vois. Donc, ça m'est déjà arrivé, ouais, de dire bon bah voilà, et c'est pas grave, enfin je peux pas tout comprendre. Tu vois, je vais dire un voilier par exemple, là, je vous servirai à rien, à part nourrir les poissons. J'espère qu'on va pas trop les nourrir non plus. Est-ce que tu pourrais nous parler, je sais pas, d'une anecdote, d'un magnifique souvenir pour toi de l'humanitaire et de ce qui fait que ça te donne de l'énergie et que tu as envie de continuer dans cette voie-là? Faut comprendre une récente et une qui est pas de moi. Donc le Soudan, c'est très compliqué, mais bah, je l'avais compris, hein. Et j'ai ma collègue qui est arrivée dans le Nord Darfour, où il y a 700 000 déplacés et qu'il y en a encore 50 000 ce week-end qui sont partis. Et au premier camion d'eau qui est parti, qu'on a employé et qui est allé faire une distribution d'eau dans un camp, on parle de gens qui n'ont pas eu d'eau depuis 9 mois, ou qui boivent de l'eau de rivière. Quand elle m'a envoyé la photo du camion, donc c'est toute une équipe qui est derrière ça. C'est pas c'est des packs. Alors elle, forcément, mais c'est toute l'équipe du siège, c'est l'ensemble de l'équipe Solidarité Internationale, c'est l'ensemble de l'équipe Soudan. Et quand tu reçois la photo du camion et que tu vois les gens qui faisaient la queue, où tu as des kilomètres de bidons, hein, on parle en kilomètres de bidons là. Des gens qui ont posé des bidons pour qu'un jour, ils se disent peut-être qu'un jour, il y a de l'eau qui va arriver dans ce conteneur-là et du coup, de l'eau va sortir. Tu te dis, vraiment, ça vaut le coup de bosser jour et nuit pour qu'on arrive au moins à envoyer déjà ce camion-là. Et après, on est arrivé à envoyer 4000 litres en un mois, donc c'est génial, faramineux. Diviser la population, c'est 2 litres d'eau, hein, par personne, c'est que dalle. Donc le chiffre est énorme et l'impact est petit sur les gens. Mais les 2 litres d'eau, c'est exactement ce qu'ils n'avaient pas la semaine d'avant du tout, en fait. Donc on parle de gens qui ne sont pas lavés pendant des mois, qui n'ont pas pu laver leurs vêtements. Et ça, là, t'y crois. Parce que c'était vraiment galère. C'est pas juste se dire on va employer un camion un matin et puis le camion va arriver. C'est des mois de négociations pour traverser la frontière, pour arriver à s'installer, pour arriver, trouver le camion, trouver l'eau potable. Donc tout ça a été très 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 long. Et quand le camion arrive, tu te dis putain, c'est cool quand même. Et de moi, quand on est arrivé de nouveau au Soudan l'année dernière, quand on est arrivé à Djenina, donc juste après les derniers combats, c'était 2 jours après les derniers combats. Quand on est arrivé et qu'on a rencontré le gouverneur et tous les chefs des quartiers, donc on a fait une réunion avec tout le monde, et que les chefs de quartier qui sont tous vieux, qui ont tous entre 60 et 70 ans, nous regardent en disant ça y est, vous êtes là, quoi. Et c'était galère, parce qu'on venait de se faire attaquer sur la route, donc en plus j'étais hyper en colère. Donc du coup, on se pose, on boit le thé avec eux. Ces gens n'ont rien. Ils avaient plus rien. Vraiment, les bombardements étaient extrêmement violents. Et là, ils t'amènent un mouton, ils te font cuire le mouton. Donc, ma collègue est végétarienne, ce qu'il faut quand même noter, parce que c'est toujours très drôle avec elle de faire des ouvertures. On mange le mouton avec eux, on discute de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on fasse. C'était la première question qu'on leur a posée. Qu'est-ce que vous voulez pas, en fait? Qu'on le dise aux autres qui vont arriver bientôt. De quoi vous avez besoin, maintenant en priorité?
qu'on puisse être votre porte-parole. Là, on est arrivé là. Tu vois, on a fait les 25 kilomètres de la zone de guerre. On est avec vous. Et que nous, on fasse remonter l'information et qu'en sortant du Soudan, on puisse le dire aux autres journalistes, aux autres humanitaires, aux bailleurs de fonds. Et là, quand on est monté dans la voiture et qu'on faisait les 25 mètres du retour, c'était un silence dans la voiture absolu. Et on s'est regardé en passant la frontière en disant, c'est bon. Ils sont plus tout seuls. En fait, ça y est. Alors, on savait pas si on pouvait repasser le lendemain, parce que tu vois, des zones de guerre, ça peut fermer vite. Mais en fait, on leur a montré qu'ils n'étaient pas seuls et qu'on n'allait pas, que le monde, l'humanité ne laissait pas tomber le Ouest Darfour qui prenait les bombardements. Et là, c'est une sacrée fierté de dire on est arrivé. Bon, ça a mis 2 mois. Hein. On n'a pas fait ça à traverser la frontière, on a mis 2 mois. Mais c'était beau. Et puis nos camions, ils étaient déjà là. Parce que pour l'appel, là, l'équipe soudanaise avait déjà embauché des camions d'eau et on les a croisés avec les logos et tu fais, bah. Est-ce qu'il n'y a pas une colère en toi contre un système politique, une gouvernance nationale ou internationale, où tu te dis, mais en fait, ça s'arrêtera jamais, solidarité internationale aura toujours du boulot, parce qu'en fait, ces gens-là n'arrivent pas à se mettre d'accord, et il y a finalement les victimes permanentes qui sont les civils, le peuple qui a demandé rien à personne. Là, moi, je suis en colère contre les gens qui mentent. Les politiques sont afin de pas se mettre d'accord et autres. Donc là-dessus, moi, je suis pas diplomate, c'est pas pour rien. Je me traîne en diplomatie. Par contre, je suis très en colère contre les gens qui mentent, qui sont pas transparents. Les gens qui disent on y va, on y est, qui y sont pas. Vraiment, ça me met très en colère. Et je le dis ouvertement. Et ça, je préfère qu'on ne te dise rien et qu'on te dise en fait on peut pas répondre à telle crise humanitaire et on n'a pas l'argent et on te le dit clairement, tu vois, plutôt que les gens qui vont te dire c'est bon, j'ai pledgé 100 millions de dollars et puis finalement en fait il y a rien qui rentre dans le pays, il y a pas d'argent qui donne aux humanitaires, ou à des bureaux des Nations Unies qui disent à tout le monde oui, on donne de l'eau et des camions, alors qu'en fait nous on est sur place et qu'on n'a jamais vu passer les camions ni l'eau. Et ça vraiment ça me met en colère. Les gens qui mentent et qui profitent de la guerre forcément. Après, je suis très pragmatique, chacun son métier. T'as les vendeurs de rêves, t'as les politiques, chacun son truc. Par contre, dans l'humanitaire, les menteurs me font péter un plomb. Mais vraiment. Et plus ça va et plus je suis en colère. En fait, je préfère qu'on ne te dise pas, que tu dises j'y suis pas, je n'y arrive pas. Voilà, c'est pas honteux de dire j'y arrive pas. Ou j'ai pas le droit d'y aller parce que mon chef de bureau refuse qu'on traverse une frontière. Très bien. Bah, vous y êtes pas, vous y êtes pas. Enfin, comme ça, au moins, nous, on sait ce qu'on a à faire, nous, autres, humanitaires. Après, moi, je veux pas changer le monde, hein, je veux changer l'aide du quotidien. Donc, c'est pour ça que je fais pas de politique. J'étais incapable d'être dans le bureau avec un président. Je m'énerve au bout d'un quart d'heure. Donc, mon message serait très mal passé, enfin, tu vois, ou pas entendu. Voilà. Mais non, le monde est fait comme ça. Moi, je suis un peu, je sais pas, c'est pas du défaitisme. Je suis pas en mode, ce sera toujours la guerre et machin. Parce que c'est passé à la conférence de lundi, notre président qui a quand même repris les paroles des humanitaires sur la crise du Soudan. On est sorti de la réunion en mode, ça y est, on a fait changer un narratif. C'est génial, c'est merveilleux. L'impact que ça va avoir sur le Soudan, je pense qu'il sera moindre. Mais je pense qu'on a tous eu une reconnaissance de se dire, ah, en fait, on a le droit de travailler comme ça et on a été entendu. Le Soudanais du fin fond du Darfour, je pense qu'ils s'en tapent de ce qu'a dit Macron lundi. Nous, on était très contents. Eux, je pense qu'ils l'ont même pas entendu. Et nous, c'est eux qui nous intéressent, en fait. Mais moi, ma colère, elle est vraiment projetée sur ceux qui mentent. Et ça j'ai du mal. Quel est le grand rêve, enfin s'il existe, qui te guide et qui fait que tu y retournes et que tu continues? Écoute, j'en ai plusieurs maintenant. Et je sais pas si c'est un rêve ou l'espoir de ce qui arrive. Il y a toute une nouvelle génération, dont vous faites partie, qui est chouette. Donc moi, cet espoir-là, je le trouve chouette. J'étais prof pendant longtemps et j'ai tous mes anciens étudiants, beaucoup d'entre eux qui sont maintenant sur les terrains d'opération. Et c'est des gens intelligents, c'est des adultes qui prennent conscience et qui comprennent ce qu'on fait. Et que je suis arrivée à former je pense, à un minimum d'empathie et de professionnalisme. Donc je suis assez contente. À titre personnel, je pense que je sers encore à quelque chose parce que je sers même plus à quelque chose maintenant parce que j'ai plus grand chose à perdre de mes 44 ans et je n'ai pas une ambition de travailler pour des grosses organisations internationales ou moi je pense que je suis très bonne dans ce que je fais sur le terrain et que je vais le faire au plus long en tout cas et de continuer en fait à faire changer l'humanité parce qu'on a vachement changé entre l'époque de Kouchner il y a 45 ans et aujourd'hui, enfin ça n'a rien à voir, on n'est plus du tout sur la même approche. On est beaucoup plus anthropologie. Maintenant, on travaille avec l'environnement. On réfléchit à notre impact du moment T. Alors, enfin, tu vois qu'on prenne un avion jusqu'à ce que quelqu'un nous trouve une façon de télétransporter sur le continent africain. Mais je pense que c'est pas que l'avion qui pose un problème au monde.
Donc moi, ce qui m'anime, c'est de continuer à former des nouvelles générations, qu'on prenne notre place. Et là, je vois des gens qui sont brillants, brillants. La dame dont je vous parlais, là, qui a ouvert le Nord Darfour, elle a pas 30 ans. Il vient de faire 1 an de Soudan. Et j'ai la même sur l'Ouest Darfour, qui va avoir 28 ans et qui gère complètement une réponse humanitaire cohérente, réfléchie, transparente, avec un gouvernement local et toute une problématique de sécurité. Donc en fait, tu te retrouves en face avec des gens qui sont complètement autonomes. Je ne peux pas dire qu'ils ont été complètement formés par nous, mais qui ont été autonomes et en qui nous on croit. Et parce qu'on est plus vieux et qu'on a marqué notre génération, mon rôle, c'est de les back-upper, c'est d'être derrière eux et de dire, voilà, quoi que tu fasses maintenant, s'il se passe quelque chose, en tout cas, moi, je serai là pour venir donner un coup de main. Et dans la continuité de ce qu'on dit là, quelle est la place de l'idéal et de l'espoir dans tes actions au quotidien? Oh, c'est tout le temps. Tout le temps. L'espoir que ça ira mieux demain, l'espoir que ces gens vont rentrer chez eux, l'idéal d'une communauté qui fonctionne, d'un panneau solaire qui est installé et qu'on va pas voler. Non, tout le temps, c'est tout le temps. Tout le temps. Sinon, t'arrêtes. Si tu crois pas à ce que tu fais, va donner un minimum de quelque chose sur 6 mois, forcément, tu t'arrêtes de travailler. Donc, l'espoir que ça améliore les choses est quotidien. Sinon, tu fais pas ça. Parce que c'est pas pour les salaires qu'on a, hein. On est content, on a des jolis salaires, mais le but de notre vie est pas j'allais dire d'avoir une maison, un chien, un labrador. Donc c'est pas le chien. Donc c'est d'avoir une maison, un chien et une voiture. C'est pas le but de notre vie. C'est dont on a besoin pour vivre tous les jours bien. Mais le but de notre vie est quand même que nos actions aient un impact sur le terrain. Avec toutes les contraintes qu'on s'autodonne en plus maintenant. Tu vois, donc on parlait d'environnement, on parle de dignité, on parle de réflexion, d'anthropologie, de pas déstabiliser une zone. Je vais te donner un exemple marrant. À l'époque où je travaillais pour Action contre la faim, donc c'est il y a quelques années. On travaille avec une communauté, on travaille sur la nutrition. Donc, quand tu travailles sur la nutrition, tu travailles sur le physique des gens et sur le psychique, parce que du coup, la malnutrition impacte aussi sur le développement du cerveau. Mais en tout cas, quand tu fais une action, l'infirmier pèse, mesure les gens et on était en zone pygmée. Et je me souviens de cette infirmière, première mission de l'époque, qui était très sympathique et qui revient. Donc, j'étais chef de projet. Et qui revient le soir au bureau, qui me dit, bon, j'ai un vrai problème, c'est qu'en fait, mes mesures sur les pygmées, ça passe pas. Parce que forcément, le pygmée ne se développe pas de la même façon qu'une autre ethnie. Et on s'est vraiment pris la tête. Ça a été une vraie discussion avec le siège à l'époque du coup, changer nos mesures, parce que calculer la malnutrition sur un enfant pygmée, ça n'a pas forcément, du coup, forcément, il n'a pas le même taille, poids et développement une autre ethnie, un autre adulte. Donc c'était passionnant pour nous et pour eux, et du coup de former le médecin pygmée de cette communauté à comment suivre l'évolution de malnutrition de son village, parce que le but c'était pas qu'on reste et qu'on fasse ça toute notre vie. Donc c'était de travailler tous ensemble, c'est quoi la taille, poids, mesure d'un enfant de 2 ans, est-ce qu'il a les dents en même temps que les autres, est-ce qu'on n'a pas les dents qui poussent pareil, on n'a pas les enfants qui marchent en même temps. Donc, il y a toute une compréhension du contexte moi, j'apprends tous les jours et je trouve ça génial d'apprendre tous les jours. Là, tu nous disais que ton idéal, c'est pas d'avoir maison, chien, voiture. Est-ce que tu penses que tu as réalisé ça à une certaine période de ta vie? Est-ce que ça devient la manière dont tu as été éduqué? Alors, c'est pas le mien, c'est celui de mes enfants, par contre, hein. Parce que s'ils m'entendent dire que l'idéal, c'est pas d'avoir une maison, ils vont flipper. Soyons honnêtes, hein, quand même. On a quand même une maison et une voiture, hein. Je compte pas la rendre, vous inquiétez pas. Alors, je suis très pragmatique. Donc, j'ai eu mon fils est né très tôt. Et donc, forcément, on a acheté une maison très tôt pour que, du coup, le confort de vie français soit pas une vraie question. Et dans le temps, je me suis, on s'est projeté avec la famille, hein, sur quand nous on sera vieux, pour pas être un poids pour nos enfants. Et eux ils sont convaincus que ma maison va leur revenir un jour, ce qui est absolument pas vrai, puisqu'on va la vendre parce que moi j'aurai pas de retraite. Donc il y a quand même un esprit capitalisme dans tout ça. Je gagne un salaire, j'ai une sécurité sociale, je paye beaucoup trop de prêts si ma banque m'entend. Donc du coup, on a quand même capitalisé sur notre vie, tu vois, pour que
à un moment ou à un autre, si on a besoin de s'arrêter, parce que quand on fait comme un métier dangereux, et puis tout se passe dans le monde. Ce que je dis quand c'est pas un idéal, c'est si demain on revenait dans un appartement qui fait 30 mètres carrés, on revient dans un appartement qui fait 30 mètres carrés. Bon, on a une super jolie maison. Je t'avoue que je suis très contente de l'avoir, mais c'est pas le but de ma vie. Donc je l'ai parce qu'il faut qu'on l'ait, en fait, plutôt ça. Ma question, c'était plutôt tournée sur à quel moment tu as réalisé que tu pouvais t'accomplir dans l'humanitaire, dans le fait d'aller aider ailleurs, dans quelque chose d'autre, enfin que ton accomplissement, c'était pas forcément la réussite financière, mais c'était une autre forme de C'est réussite. très psy comme question. Faites une petite thérapie là. Écoute, très tôt, parce que à la fac, j'étais déjà allée voir la protection civile pour voir si je pouvais travailler pour eux. Très tôt. Et pour des raisons familiales, je voulais pas forcément être trop proche de ma mère et de tous ces endroits-là. Et ça m'allait très bien d'être loin. Donc pendant très longtemps, je pense que c'était une fuite en avant. Et maintenant, c'est un vrai métier, mais pendant, je pense, les 10 premières années de ma vie, c'était une vraie fuite. C'est plus simple pour moi de travailler au fin fond de l'Afghanistan que d'être en face de familles qui m'intéressaient pas. Et je pense qu'il y a pendant très longtemps, c'était une fuite. J'étais très contente de me casser. Et je suis toujours contente de me casser, mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est intéressant parce que ça montre que t'avais quand même pas ton chemin tout tracé et qu'il y a sûrement des moments où tu as eu des doutes, où tu t'es posé des questions Mais tous les jours, je sais pas, vous doutez tous les jours aussi. Le doute, c'est la vie, hein. Ah ouais, mais tous les jours, encore aujourd'hui. Je donne un exemple d'hier matin. Hier matin, je suis allée au bureau, j'ai posé mes 4 mois de vacances, je suis allée au bureau en pleurant de ces super hôtels-là, en me disant, mais autant ils vont se rendre compte que je suis bidon. Voilà, pendant les 4 mois, là, ils vont dire, oh là, toutes les merdes qu'elle a fait pendant 15-5 ans, machin. Bien sûr qu'on doute, tu doutes tout le temps. Tout le temps. Et puis, en plus, je suis une femme, donc le syndrome de l'imposteur, tout ça. Enfin, tu vois, le syndrome de l'abandon, enfin, tout, là. Je suis une femme de 44 ans, quoi. Foresti, regardez Foresti. Elle nous résume très bien, moi, je trouve. On a une dernière question pour conclure, par rapport à une phrase d'Oscar Wilde qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette phrase? Moi, je te répondrai, je suis motivée par l'impossible. Et il y a que ça qui m'intéresse. Il y a rien qui peut nous arrêter. À partir du moment où tu as envie où tu décides de vivre et de te réaliser, si on te dit que c'est impossible, tu y vas. C'est là où tu vas. En tout cas, c'est moi. C'est tatoué sur mon bras en Dari et j'y crois vraiment. Je pense vraiment que l'impossible est exactement là où on doit aller. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous. Merci Justine. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.